Bonjour, bienvenue pour cette 20e séance sur GNU Linux où nous allons aborder les gestionnaires de paquets et on va avoir pas mal de choses à prendre en compte pour cette séance. Donc n'hésitez pas dès maintenant à prévoir tout ce qu'il faut pour prendre des notes parce qu'on va avoir beaucoup d'éléments. Je vais rentrer dans les détails sur pas mal de choses et pour pouvoir tout simplement assimiler et bien comprendre ce que vous allez utiliser, mais vous puissiez prendre des notes parce que sinon vous allez oublier la moitié des informations que je vais donner là. Alors, déjà, il va falloir comprendre et expliquer comment tourne notre système, d'accord ? Surtout si vous venez d'un autre système comme Windows et d'autres qui n'ont pas forcément la même philosophie, ou en tout cas le même fonctionnement en interne, concernant tout ce qui est logiciel. On est d'accord que au niveau de notre système, on va avoir tout un ensemble d'applications et de programmes qui sont déjà préinstallés ou des programmes que l'on va vouloir installer, que l'on va vouloir gérer, pouvoir éventuellement les désinstaller quand on en a plus besoin. Et dans l'idéal, c'est généralement ce qu'on recherche aussi, quand on désinstalle un programme, on s'attendrait à ce qu'il soit complètement désinstallé et qu'on ne se retrouve pas du coup avec des fichiers résiduels, des trucs qui traînent à droite à gauche, alors qu'on a vraiment voulu désinstaller tout ça et ne pas garder justement ces différents fichiers. Donc c'est là qu'un gestionnaire va intervenir. En gros, plutôt que de vous demander d'aller sur un site officiel, sur le site d'un éditeur pour aller télécharger le logiciel et l'installer manuellement, et ensuite, quand vous n'en avez plus besoin, de le désinstaller manuellement et de vérifier chaque répertoire différent pour être sûr qu'il ne reste pas des résidus dans une base de registre ou je ne sais quoi, comme on peut le trouver notamment sur Windows, qui est un petit peu l'inconvénient concernant justement ça pour l'OS. Là, vous allez avoir un gestionnaire qui va se charger de vérifier, surveiller un petit peu l'état de tous vos programmes et permettre de les gérer du coup plus efficacement. Donc nous avons en fait ce qu'on appelle des paquets, d'accord ? C'est pour ça que la vidéo parle de gestionnaire de paquets qui composent les paquets propres au logiciel que vous allez utiliser, votre navigateur web, un logiciel multimédia, un jeu, n'importe quoi, et des dépendances qui seront également des paquets utiles au fonctionnement de vos logiciels. Par exemple, si vous voulez installer le navigateur Firefox, vous verrez qu'il a besoin de plein d'autres paquets pour pouvoir fonctionner. Ça peut être des bibliothèques, ça peut être d'autres programmes, des trucs qui n'ont pas forcément d'interface graphique ou autres qui vont être nécessaires pour son fonctionnement. Donc nous, évidemment, en tant qu'humain, on n'a pas envie de s'occuper de tout ça, parce que par exemple, si on va installer un navigateur et qu'il nous dit qu'il y a 300 paquets installés, vous imaginez bien qu'on va pas les chercher à la main, même si on pourrait le faire, mais ça n'a absolument aucun intérêt d'aller installer nous-mêmes manuellement les 300 paquets nécessaires juste pour avoir notre navigateur internet. C'est juste pas possible. Donc on va passer par un gestionnaire. Et notre gestionnaire va utiliser, et va en tout cas permettre par la suite d'interroger des dépôts. Donc les dépôts, ce sont tout simplement des différents endroits. Ça peut être un serveur, on peut avoir des dépôts sur un simple CD, on peut avoir ça dans un répertoire, peu importe, qui va contenir des archives, donc nos paquets, que nous allons pouvoir ensuite installer. Mais on reviendra dessus un petit peu dans le détail au cours de cette vidéo. Donc première chose, nous allons parler véritablement du gestionnaire de paquets. Alors on appelle ça un gestionnaire de paquets par abus de langage, mais en réalité nous allons parler de gestionnaire de paquets, y compris de gestionnaire de dépendance. Et vous verrez que ce sont deux choses différentes, mais qu'on a souvent tendance à confondre et à mélanger ensemble pour décrire le même outil, alors qu'en réalité il y a bien deux choses bien séparées. Donc première chose que nous allons voir, premier outil que nous allons découvrir dans cette vidéo, c'est véritablement notre gestionnaire de paquets. Donc vraiment au plus bas niveau de notre système, par rapport à la gestion des paquets. Cet outil provient en tout cas de Debian, puisqu'ici nous sommes sur une distribution, je rappelle, Ubuntu, et c'est l'outil Debian Package qui du coup s'écrit au niveau de la commande dpkg. Donc si vous êtes sur une distribution Debian-like, donc Debian, Ubuntu, Xubuntu, Mint, Elementary OS, Triskel, vous allez avoir cet outil pour le gestionnaire de paquets, dpkg. Alors j'ai prévu de quoi mettre des notes. Voilà, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'avais laissé deux terminaux ici. J'en veux pas forcément deux, ça me sert à rien. Voilà. Donc, je vais vous noter quelques petits trucs, tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre plus de notes que ce que je voulais. Moi, je vous mets quelques indications. C'est histoire de rien oublier et que pour vous, tout ne part pas dans tous les sens sans qu'on s'y retrouve. Donc, on va avoir dpkg. Donc, dpkg, ça concerne toutes les distributions dites, comme on dit Debian-like. Donc, c'est de Debian, évidemment. Ubuntu, Mint, qui dérive de Ubuntu. Elementary OS, qui dérive d'Ubuntu. On a Triskel aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, par exemple, ce genre de distribution. On va avoir également un autre ensemble de paquets que vous allez retrouver qui s'appelle RPM. D'accord ? Et RPM, ça va concerner les gens qui sont parmi vous sous Fedora. Si vous êtes par exemple sur OpenSUSE, si vous êtes sur Red Hat, je crois. Oui, Red Hat, qui en fait partie. Etc. Mageia, qui prend pareil
Donc je donne des distributions qu'on retrouve assez souvent, des distributions plutôt voilà, connues. Pourquoi je mets /dev? Non, c'est /deb, enfin .deb, pardon. Voilà. Donc ici, on aura une extension .rpm, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et on a plein d'autres, pareil, plein d'autres. Alors ça, je vais passer très vite. Pacman, c'est sur une base Arch Linux, ou son dérivé Manjaro, que vous connaissez peut-être pour certains. Voilà. Et on va avoir après PKG Tool, par exemple. Donc ça, c'est vraiment bon pour des cas à part. Si vous utilisez Slackware, il y en a peut-être qui s'en servent. Et on a par exemple PKG tout court pour macOS X, parce que oui, macOS X utilise également ce genre d'outils. Voilà, donc je vous ai nommé quelques-uns, parce que c'est bien de les savoir. Si un jour vous entendez parler de Pacman, de RPM, etc., vous saurez grosso modo à quoi ça correspond. Donc évidemment, comme cette formation est faite autour d'Ubuntu, d'accord, donc une distribution Ubuntu, la majorité des choses que je vous montre sont compatibles sur n'importe quel système, puisqu'elles sont liées au noyau Linux ou liées à Unix, donc c'est disponible partout. Là, exceptionnellement, pour le gestionnaire de paquets, évidemment, si vous êtes par exemple sur Fedora, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo ne sera pas forcément applicable, donc il faudra adapter. Mais après, le concept, d'accord, qui est en dessous, c'est-à-dire la gestion de paquets, la gestion de dépendance, est strictement la même. C'est juste l'outil qui va changer, donc c'est-à-dire le nom de la commande et éventuellement les options qu'elle peut prendre. Donc ce sera à vous éventuellement de vous adapter si vous utilisez une autre distribution. Mais comme je vous l'avais conseillé au début de la formation, si vous découvrez vraiment Linux, au moins le temps de suivre cette formation, je vous avais bien évidemment recommandé d'installer une distribution Ubuntu-like ou Debian-like pour pouvoir suivre plus sereinement cette formation au complet, avant éventuellement par la suite de partir sur des distributions un peu plus exotiques ou autres, une fois que vous aurez acquis justement un minimum d'expérience pour pouvoir justement vous débrouiller et être autonome sur votre nouveau système. Donc voilà en gros plusieurs systèmes de paquets, tout ça. Donc nous ce qui nous intéresse c'est encore une fois DPKG qui va identifier ou travailler en tout cas avec des paquets qu'on retrouve avec l'extension deb, d'accord, qui permet de plus facilement les reconnaître. Donc ce genre de paquet. Donc c'est un petit peu l'équivalent, donc c'est une archive en fait, tout simplement, ce type d'archive deb, c'est une archive qui contient plein d'autres fichiers qui vont indiquer toutes les instructions pour installer, etc. un programme. Voilà. Donc ce qu'on va faire, pour commencer, on va utiliser DPKG et on va installer un programme avec cet outil-là. Donc il va juste s'occuper d'installer un paquet quel qu'il soit. Donc moi ce que je vais faire, je vais aller sur mon navigateur, hop, je vais aller chercher par exemple, ce que ça j'avais été voir Discord, il me semble, qui propose un fichier justement deb pour Linux, donc on va aller voir là-dessus. Voilà, regardez, c'est marqué, donc éventuellement une archive comme ça, mais on va passer par l'archive en deb, qui est déjà toute prête. Voilà, on va la télécharger. Ah j'avais encore l'ancienne, ouais d'accord, bon c'est pas grave. C'est vrai que j'avais voulu l'installer sur le... Bon c'est pas grave, je l'ai téléchargé une deuxième fois. Peu importe, on va virer tout ça pour le moment. Et du coup, donc au final voilà, j'ai fait tout ça pour rien, mais c'est pas grave. Passer ici, hop. On a donc notre archive, donc je rappelle, c'est véritablement une archive, donc si je peux l'ouvrir avec... je sais pas si j'ai mon gestionnaire, mon gestionnaire d'archives. Voilà, on retrouve, vous voyez, d'autres archives à l'intérieur, des fichiers, etc. Voilà, mais tout un tas de choses qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc, c'est véritablement une archive avec laquelle nous allons pouvoir travailler, qui va être reconnue par notre outil Debian Package. Donc pour installer ce programme, pour installer notamment donc le logiciel Discord, tout simplement avec la ligne de commande, je vais faire un dpkg-i pour install et passer évidemment mon fichier. Donc moi il est dans téléchargement, c'est Discord. Je fais entrer, évidemment il demande d'être en super utilisateur, donc on rajoute un sudo, voilà. Et voilà. L'application va s'installer et vous allez remarquer certaines choses qui vont normalement, après je pense, voilà, ça me semblait bien que ça allait arriver de toute façon, notamment ce fameux message qui indique qu'il y a eu des problèmes de dépendance qui empêchent du coup la configuration, donc l'installation en fait, et le paramétrage de Discord. Et on voit du coup pas mal de noms qui manquent. Voilà, on nous dit que Discord dépend de ce nom de paquet, donc qui n'est du coup pas installé, qui a également ce nom de paquet, bref, il y a pas mal d'informations et pas mal de choses qui manque. Du coup, il ne va pas pouvoir fonctionner. Donc, pas de panique, c'est pas bien grave, c'est normal, puisque comme je vous ai dit, des PKG, et comme RPM, etc., donc Yum, tous ces trucs-là, en fait, sont des gestionnaires pour nos paquets. Ils vont se charger de leur gestion, donc l'installation, mais c'est tout. Ils vont vraiment se contenter de ça. Nous, on va avoir besoin d'un gestionnaire de dépendance, et c'est là justement que ça entre en jeu. Un gestionnaire de dépendance, en gros, il va partir du principe que vos logiciels, comme je vous ai expliqué, vont avoir besoin d'autres paquets pour fonctionner.
Et il faut à un moment donné, parce que c'est pas à nous de devoir manuellement chercher toutes les dépendances qu'il faut, parce que là on n'en a pas beaucoup, donc ça va encore, mais imaginez un autre programme qui en aurait des centaines, et ça arrive très régulièrement, ce serait impossible humainement à rechercher, à tout télécharger à la main, bref, c'est absolument pas ce qu'on veut faire. Donc un gestionnaire de dépendance, il va tout simplement lui vérifier tout ce qu'il faut et corriger en fait les problèmes pour récupérer les paquets lui-même. Donc on va utiliser un gestionnaire de dépendance qui est apt, donc on va en parler un petit peu parce qu'il y a plusieurs commandes différentes pour l'outil apt et on fera un petit peu le listing en fait par rapport à ça. Donc évidemment je vous détaillerai un petit peu toutes ces informations concernant cet outil là. Donc pour le moment, sans entrer en détail, on va juste faire ça. apt-get plus loin -f install. Ça va en fait corriger tous les problèmes de dépendance, donc ça va en fait télécharger et récupérer tous ces paquets qui nous manquent et terminer l'installation de Discord. Donc voilà, donc là vous voyez qu'il propose pas mal de choses à télécharger en plus. On accepte, il télécharge, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il vient de faire, on va parler des dépôts, on va parler de tout ça. Une fois que c'est terminé, je peux aller dans mon menu et je retrouve voilà, mon logiciel qui est installé. Pas de problème par rapport à ça. Donc ça c'est un point très important. Voilà. Donc encore une fois on distingue bien le gestionnaire de paquets comme des PKG du gestionnaire de dépendance. Ici apt on va en parler. Il y a apt, apt-get et aptitude, on va parler de ces trois commandes différentes et on parlera un petit peu de ce qu'elles apportent et de l'utilité qu'on peut en avoir. Donc c'est évidemment quelque chose d'important à savoir. Voilà pour ça. Donc je vais pouvoir passer. Alors, est-ce qu'on garde cette information là? Non, on va laisser ça pour plus tard. Partie de ça. Alors, dans l'idéal, ce que je viens de vous montrer, donc je l'ai montré en début tout simplement parce que ce type d'installation, c'est-à-dire d'installer comme ça un paquet via simplement le gestionnaire qui ne fait rien d'autre du coup que gérer des paquets, ce n'est pas la solution recommandée. C'est-à-dire que ça on le fait généralement justement quand on va avoir des paquets qui n'ont pas forcément de dépendance, qui sont dits orphelins, c'est-à-dire qui fonctionnent tout seuls, voilà, en stand-alone, et on peut les installer de cette manière, mais c'est pas l'idéal. Mais je vous montre quand même parce que comme c'est vraiment du bas niveau, dans certains cas, vous n'aurez pas d'autre choix que de télécharger des paquets de cette manière-là, donc, et de les installer en tout cas de cette manière-là. Donc DPKG peut servir à ce moment. Mais nous, ce qu'on va voir pour la suite, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'utiliser un gestionnaire de dépendance, et ces gestionnaires de dépendance vont se servir, donc de manière transparente, on ne le verra pas forcément, de DPKG justement, donc du gestionnaire de paquets ensuite pour installer. Donc ils vont télécharger les fichiers qu'il faut, comme on l'a fait là avec apt-f install, gérer toutes les dépendances, et après ils appelleront eux-mêmes des PKG pour s'occuper de l'installation, parce que n'oubliez pas qu'en dernier recours, c'est lui de toute façon qui s'occupera de l'installation derrière. Alors, nous ce qui nous intéresse, c'est du coup les différents outils qu'on va avoir. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. On va avoir apt, d'accord, on va avoir apt-get, et on va avoir aptitude. Trois commandes différentes qui ont des usages différents, elles sont pas là, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, qui est d'autres à ne pas utiliser, etc. C'est qu'elles ont chacune été conçues pour des usages bien précis, et du coup je vais vous expliquer dans quel cas on s'en sert et comment on s'en sert, et après vous serez parfaitement libre d'utiliser l'une ou l'autre en fonction de ce que vous voulez. Alors on va déjà commencer par on va plutôt en commencer par, enfin peu importe, en fait ça change pas grand chose tellement, on va surtout commencer par celle-là, on verra apt à la fin. Mais en gros, déjà pour distinguer ces deux groupes, d'accord, nous avons ici apt qui est un outil en fait qui va rassembler un petit peu, et d'ailleurs ici je peux ajouter, voilà, apt cache, même le mettre ici, voilà, donc apt va rassembler si vous voulez toutes les commandes que l'on peut faire avec ces deux-là, ou même de aptitude, peu importe, mais je vais en reparler un peu plus tard. Donc c'est vraiment l'outil privilégié si vous voulez, vous êtes un simple utilisateur, d'accord, c'est-à-dire en tant qu'humain, vous allez vouloir installer, donc gérer vos logiciels, et vous voulez tout gérer facilement avec, on va dire, des effets visuels un peu plus agréables, vous allez faire des petits changements visuels même au niveau du terminal, qu'on verra, donc on utilisera de préférence ce genre d'outils. apt-get et apt-cache, ils ont été surtout conçu, notamment apt-get, parce qu'on va en parler de celui-là, qui se chargera par exemple d'installer des programmes, pour travailler sous forme de script. C'est-à-dire que si un jour vous avez besoin d'écrire un script, comme on va le voir d'ailleurs sur le dernier chapitre là, de cette formation, on va aborder les scripts en bash, et bien vous pouvez utiliser ce genre d'outil-là au sein d'un script, d'accord, pour télécharger des choses, pour récupérer des dépendances, bref, on peut faire pas mal de choses. Et aptitude, il y a pas mal d'éléments, mais aptitude est un peu plus complet que ces deux-là, vous verrez pourquoi, je vous expliquerai également dans le détail.
Donc ça, c'est vraiment pour une utilisation, on va dire, au quotidien, quand vous passez par votre terminal, éventuellement. Vous passerez certainement par celui-là parce que vous avez toutes les commandes disponibles en un. Voilà, en un seul outil, donc c'est très rapide à apprendre et c'est très facile à utiliser au quotidien. Et quand on travaille sur des scripts, généralement, on se sert plutôt de cela, ou par question d'habitude. Moi, personnellement, par habitude, je me suis toujours servi de lui, donc j'ai un peu gardé cette habitude, mais voilà, c'est vraiment juste une question d'habitude et pas d'autre chose. Ou si on veut aussi des histoires de compatibilité. C'est-à-dire que APT, étant donné qu'il est relié vraiment à la distribution, son fonctionnement peut changer du jour au lendemain, là où apt-get et apt-cache par exemple ont une garantie en fait de rétrocompatibilité. Donc s'il y a des changements qui sont faits, enfin des mises à jour qui sont faites, on ne va pas changer pour autant les commandes ou autres. Parce que si c'est utilisé dans des scripts, on n'a pas envie que quelqu'un qui se servi de ces commandes-là dans un script, le jour où il y a une mise à jour, son script ne marche plus parce que les commandes ont changé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence. Donc là, il y a vraiment une histoire de rétrocompatibilité, utilisation dans des scripts, d'accord, donc c'est pas forcément le plus idéal à utiliser au quotidien parce qu'on aura plus de commandes des fois à faire pour la même maintenance, donc c'est pas le meilleur on va dire par rapport à ça. Et APT qui rassemble un outil tout en un qui est plus agréable peut-être à utiliser au quotidien quand on a besoin de faire la maintenance de son système. On a moins de commandes et tout est disponible sur un seul même outil. Aptitude, pour terminer avec celui-là, est un outil donc un peu plus lent forcément que apt-get puisqu'il propose des fonctionnalités en supplément. C'est-à-dire que concernant les dépendances, je vous ai dit en fait que certains paquets ont besoin d'autres paquets pour fonctionner, donc votre gestionnaire de dépendances va télécharger tout ce qu'il faut, et bien eux se contentent vraiment des gestions minimales, apt-get par exemple pour les dépendances, et Aptitude va être beaucoup plus strict à ce niveau-là. Quand il va gérer les dépendances, peut-être même des fois trop, il va aller beaucoup plus loin, donc il est un peu plus lent à l'exécution, c'est logique, il fait plus d'analyse, plus de choses, mais il sera du coup plus puissant par rapport à ça, pour la gestion des dépendances. Donc généralement, ça se paraît, c'est un conseil comme ça, mais vous en faites ce que vous voulez. Quand on n'est pas habitué, quand on est néophyte, quand on est débutant avec l'utilisation d'une distribution GNU Linux, on se sert généralement de apt-get, apt-cache ou apt. Aptitude, c'est déjà quand on sait un minimum ce qu'on fait, quand on a connaissance un peu de son système et qu'on est capable, si ça venait à arriver, de corriger une erreur ou corriger un problème qui aurait suite à une commande. Dans tous les cas, sachant que ces commandes gèrent vos paquets, gèrent vos dépendances, tout ça, comme n'importe quelle autre commande en fait, vous allez avoir plein d'informations qui vont s'afficher sur votre terminal, et ça c'est le conseil je pense le plus important, c'est quand vous faites des commandes comme ça, que vous avez des infos qui s'affichent, même si c'est en anglais, etc., peu importe, même si vous avez un peu de mal avec l'anglais, même si faudra vous y mettre un petit peu parce qu'en informatique on a malheureusement beaucoup d'anglais, on n'a pas trop le choix, prenez l'habitude quand même de lire ce qui se passe, voilà. Si vous avez un message, avant de faire oui ok j'accepte la commande etc, j'accepte l'installation, lisez ce qui est marqué, d'autant qu'en plus là pour ces outils vous verrez que c'est même marqué en français. Donc on va vous indiquer par exemple telles choses vont être supprimées, telles choses vont être installées. Donc il suffit de lire un petit peu ce qu'on vous dit, et après ça évitera pas mal d'erreurs déjà. Donc voilà. Donc moi si vous êtes vraiment débutant, je vous recommande l'utilisation de ces deux-là. APT si vous voulez pas passer par un script ou que c'est pas du tout, il n'y a pas d'histoire de compatibilité, donc on va dire pour moins vous embêter, vous compliquer la vie, vous pouvez passer directement par lui. Et si après vous avez un peu plus d'expérience, que vous savez que ce que vous faites et que vous voulez vraiment gérer des dépendances assez spécifiques, plus complexes, on peut s'amuser avec Aptitude. Voilà en gros. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, point que les gens généralement ne mentionnent pas par rapport à ces outils-là, qui est pourtant à mon sens quand même important, c'est que si vous vous amusez à utiliser les deux outils, d'accord, chose que des gens font, il y a des gens qui utilisent les deux à la fois, on peut le faire, rien n'empêche de le faire. Le problème, c'est que ces deux outils gèrent leur propre listing de dépendances. apt-get va gérer ses propres dépendances. Si vous utilisez Aptitude, il aura son propre système de dépendances. Donc vous allez en fait, si vous voulez, diviser les choses entre deux outils. Donc pas forcément pratique non plus. Donc généralement, pareil, moi je recommande d'utiliser l'un ou l'autre au départ, de dire moi je choisis apt-get, moi je choisis Aptitude, et d'essayer de ne pas changer, de toujours rester sur le même outil dans l'idéal. Après, si vous le faites, c'est pas grave, votre système fonctionnera quand même, ça n'a aucun problème de ce côté-là, c'est juste que vous allez répartir, vous allez scinder, d'accord, les différents listes de dépendances que vous avez entre deux outils au lieu de n'en avoir qu'un seul. Autre point aussi important par rapport à ça, c'est que pas mal de distributions Linux vous proposent des logiciels sous forme d'interface graphique. Et ces logiciels d'interface graphique, je pense notamment à Synaptic, à GNOME Logiciel, des trucs comme ça, que vous allez la plupart du temps avoir déjà de disponibles sur Ubuntu, sur Mint, etc., vont utiliser en amont, donc derrière, en interne, par exemple des outils comme apt-get. Donc si au final, vous derrière, en plus de cet outil qui utilise apt-get, vous vous mettez à utiliser Aptitude, vous vous retrouvez également avec quelque chose qui est scindé. Donc
C'est pour ça qu'on prend l'habitude, généralement, surtout quand on commence, d'utiliser cela, parce que les programmes en interface graphique utilisés de préférence par les débutants sur Linux vont se servir d'apt-get. Donc vraiment, si c'est tout nouveau pour vous Linux, que vous n'êtes pas encore habitué, je vous déconseille quand même Aptitude, parce qu'il est beaucoup plus strict, certes beaucoup plus puissant, plus de fonctionnalités, mais beaucoup plus strict, donc des fois il va vouloir trop gérer les dépendances et des fois il peut se retrouver à vous virer des programmes que vous ne vouliez pas parce qu'il estime de lui-même que ces dépendances il n'y en a plus besoin, ou alors il va vous installer tout un tas de choses que vous n'avez pas forcément voulu parce qu'il lui il estime en fait qu'il en faut. Donc à vouloir des fois être trop strict, d'aller trop loin, des fois on en fait un peu trop. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser en connaissance de cause quand on sait ce qu'on fait. Sinon utilisez ces deux-là, et si vous voulez quelque chose d'un peu plus agréable à utiliser au quotidien, vous pouvez vous servir d'apt. Voilà, donc j'ai fait une grande parenthèse parce que ça me paraissait très important. Pourquoi j'ai pris autant de temps pour vous expliquer ça? Vous avez qu'à faire une petite recherche sur internet, chercher apt-get vs aptitude, utiliser apt ou apt-get ou aptitude. Vous allez trouver des tas de topics, d'articles, etc. de gens qui en fait essaient de trouver en fait quel est celui qu'on devrait utiliser plus qu'un autre, etc. Et au final la réponse elle est simple, il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est que ça dépend de vous, de votre utilisation et du contexte dans lequel vous vous en servez. Voilà. Si vous essayez d'utiliser apt dans un script, ça ne marchera pas, ça n'ira pas, donc ça risque d'être compliqué. On utilisera plutôt ça. Par contre, si on est sur une utilisation quotidienne, on n'a peut-être pas forcément envie de s'embêter à apt-get. Pareil, si vous utilisez du programme graphique, après utiliser aptitude en ligne de commande, ça fait un peu doublon, c'est peut-être pas non plus le plus efficace. Donc, encore une fois, tous ces outils sont viables, mais sachez les utiliser à bon escient et quand il faut. N'utilisez pas des choses si vous les connaissez pas. Si par exemple aptitude vous ne savez pas trop l'utiliser, vous n'avez pas trop confiance, c'est pas grave. Contentez-vous de ça, ça ira très bien. Vous pourrez tout gérer sur votre système, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Et vous ne serez pas plus bête que quelqu'un qui utilise aptitude. Donc, aucun souci de ce côté. Cette parenthèse étant faite, qui était quand même nécessaire à mon sens, on va pouvoir détailler un petit peu ces différents outils parce qu'il y a évidemment plein de choses. Alors, j'ai plein de choses que j'aimerais faire dans cette vidéo, donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre, déjà qu'on aborde les choses bien dans l'ordre, et on va parler des dépôts, parce que c'est le plus important. Ces différentes commandes vont aller récupérer des programmes en fait sur des dépôts. Comme je vous l'ai dit, un dépôt c'est un serveur, d'accord, ça peut être sur un CD, sur un répertoire, n'importe quoi. Et pour le cas de la distribution ici, qui est une distribution Ubuntu, il y a des dépôts bien précis. Et le moyen de les trouver, c'est d'aller... Alors on va afficher ce fichier là, donc /etc, /apt, /source avec un s, .list, sans e. Et là, on tombe là-dessus. Donc un fichier qui contient pas mal de choses, en gros. D'ailleurs, c'est peut-être un peu... Non, ça ira bien comme ça. On repère, vous voyez, pas mal de liens. D'accord, donc ça ce sont les liens vers les dépôts. Et on a pas mal d'informations ici, des mots qu'on retrouve, main, restricted, donc ça c'est le nom de la distribution, Bionic, c'est par rapport à la distribution actuelle que j'utilise, donc peu importe. Et on va avoir notamment universe et multiverse qui doit être un peu plus bas, voilà, ici. Donc il y a 4 mots comme ça distincts, très importants. Il y a aussi backport, mais je ne vais pas en parler. Backport c'est pour assurer la compatibilité avec des anciens paquets pour apporter des correctifs sur des vieilles versions de distribution. Donc ça ne nous intéresse pas ici parce qu'encore une fois, c'est toujours mieux quand même d'être sur des versions récentes du système, éviter d'utiliser des distributions Linux qui ont 10 ans de retard. C'est pas forcément la bonne chose à faire, sauf si on maîtrise véritablement ce qu'on utilise, mais ça c'est une autre question. Mais en gros, voilà, nous avons main, restricted, universe et multiverse. 4 noms de dépôts qui sont importants à connaître sur tout ce qui est distribution ici comme Ubuntu. Donc vous n'aurez pas ça par exemple sur Arch Linux, d'accord, c'est un autre type de distribution. Mais ça rejoint le même truc, c'est ça pour vous dire que ici, voyez, nous avons un lien vers ces différents dépôts, d'accord. Comment on les différencie? Parce que c'est bien que vous sachiez ce que vous utilisez. Vous utilisez Ubuntu, autant que vous sachiez qu'est-ce qui est fait derrière. Donc Ubuntu, d'accord, il y a Canonical qui gère en fait cette distribution, donc je pense que ça ne l'invente pas et j'en avais déjà parlé dans l'introduction de cette formation. Et en gros, nous avons 2 dépôts officiels. Le dépôt main qui va contenir tous les programmes, les paquets dits libres. Donc pareil, tout ce qui est libre, open source, toutes ces notions-là, je les ai expliquées bien en détail sur les premières vidéos du cours. Donc si vous avez oublié ces notions, retournez, faites une pause ici, retournez sur les premières vidéos, notamment la vidéo d'intro. J'ai fait tout un détail sur, pour parler de l'open source, le libre, etc. Quelle est la différence, en quoi ça consiste et tout ça. Donc main, ça contient les dépôts, donc les paquets libres. Pardon, c'est un dépôt qui contient les paquets libres. Restricted, c'est pour les paquets non libres, mais toujours sur du dépôt officiel. On est sur du dépôt officiel.
Donc ça, ce sont des dépôts maintenus par Ubuntu, donc maintenus par Canonical, qui vérifie donc voilà ce qu'ils contiennent, etc. Voilà. Donc on est sur des choses fiables, sûres, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ensuite, nous avons deux autres dépôts qui sont maintenus par ce qu'on appelle la communauté d'utilisateurs d'Ubuntu. En gros, il y a un ensemble d'utilisateurs qui vérifient, testent, valident, etc. certains programmes, donc certains paquets à ajouter dans ces dépôts-là. Et on retrouve la même paire en fait de dépôts comme pour les officiels, c'est-à-dire Universe pour tout ce qui est paquet libre et Multiverse pour tout ce qui est paquet non libre. D'accord ? Donc vous avez comme ça 4 dépôts différents qui sont à connaître si vous utilisez du Ubuntu, du Mint, Elementary OS, etc. Vous avez ces types de dépôts là. Après, si vous partez sur d'autres distributions, encore une fois, les noms vont changer, c'est absolument pas les mêmes dépôts, mais peu importe. Donc sachez en fonction de la distribution que vous utilisez, quel dépôt vous utilisez. Il y a peut-être des dépôts pour certaines distributions avec des programmes stables, des programmes qui sont plus à jour mais moins stables, etc. etc. Donc tout ça a son importance, puisque ça rejoint un peu ce que je disais justement au début de cette formation, où des fois vous allez choisir une distribution en fonction de sa philosophie, c'est-à-dire son fonctionnement au niveau logiciel. Si vous voulez un système avec toujours les dernières versions des programmes, vous allez utiliser par exemple une distribution dite rolling, c'est-à-dire que dans ces dépôts officiels, elle vous proposera toujours les dernières versions des programmes. Donc dès qu'une nouvelle version de Firefox va sortir, vous allez pouvoir mettre à jour votre système vers la dernière version directement, d'accord ? Ça va aller très très vite. A l'inverse, vous n'avez peut-être pas envie de ça, mais vous voulez quelque chose de stable, donc pas un système qui plante ou qui peut être sujet à des bugs comme ça courant, et on va préférer utiliser une distribution stable. Et dans ce cas-là, vous n'aurez peut-être pas les dernières versions des logiciels, mais vous aurez des versions de logiciels qui ont été suffisamment testées, avec suffisamment de temps pour être considérées comme stables. Voilà, donc encore une fois, et ça je l'avais déjà dit aussi précédemment, ne choisissez pas une distribution Linux parce qu'il y a tel environnement de bureau et que vous l'aimez bien. N'oubliez pas que vous pouvez installer n'importe quel environnement de bureau pour n'importe quelle distribution Linux. D'accord, moi je peux mettre du GNOME sur une distribution Linux si à la base n'est pas fournie avec GNOME, il n'y a aucun problème, on peut faire les changements, même si évidemment ça nécessite de faire des désinstallations, installations, paramétrage, bien sûr, mais on peut absolument partir de rien et installer l'environnement qu'on veut. Par contre, choisissez une distribution, et j'en avais déjà parlé, en fonction de comment elle est gérée, comment elle est maintenue, au niveau de ses dépôts, au niveau des paquets qu'elle propose dans ses dépôts. Et après c'est ça qui vous permettra effectivement de choisir, parce que ça c'est des choses qui ne changeront pas. Si vous êtes sur une distribution qui se veut être stable, si vous voulez du rolling, c'est mal parti, vous n'êtes pas sur la bonne distribution. Donc il faudra voir en fonction. Voilà pour cette histoire de dépôt. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, quand on va utiliser nos outils, on va pas avoir besoin d'aller chercher nos logiciels sur Internet. Parce que Firefox, Discord ou autre, éventuellement, il est fort probable que tous ces programmes soient déjà présents, en fait, dans les dépôts officiels. Donc s'ils ne le sont pas, on verra qu'il y a des solutions pour ajouter des dépôts tiers, voir comme on l'a fait tout à l'heure pour Discord, on récupérer le fichier sur le site officiel à ce moment-là, au pire, ça c'est vraiment le cas, on va dire, de secours, on récupère le fichier sur le site officiel, et avec des PKG on l'installe. Je vous avais dit que c'est pas la solution recommandée, c'est vraiment celle à faire en dernier recours si on n'a pas pu passer par les dépôts. Donc la solution évidemment à privilégier en premier lieu, c'est le passage par les dépôts. Et c'est là que vient du coup l'utilisation de nos différentes commandes ici. D'accord ? Donc on va utiliser un petit peu ces différents outils. Voilà comment ça va se passer. Alors, on va montrer tout ça, je vais commencer par apt-get, ou même apt-cache, déjà pour une première chose. Moi je veux par exemple installer, tout à l'heure j'avais vu, non, avant même d'installer, on va s'occuper de tout ce qui est mise à jour, etc. Ce fameux fichier que j'ai montré tout à l'heure, celui-là, source.list, c'est un fichier qui contient la liste des dépôts que l'on a. Ce fichier doit être maintenu à jour et doit du coup être rechargé si nécessaire. Donc avant de faire de l'installation ou autre, il est important en fait de mettre à jour la liste des dépôts. Et pour ça, on va utiliser apt-get update. On va mettre un sudo comme ça, qui sera déjà fait. Voilà. Si vous utilisez aptitude, vous remplacez apt-get par aptitude. D'accord. Généralement, les commandes sont assez similaires de l'un à l'autre. D'accord. Donc voilà, que vous mettiez comme ceci ou comme ceci. Après, moi, je vous montrerai plus apt-get, parce que comme je l'ai dit, quand on est vraiment débutant, je conseille plutôt de passer par apt-get et d'aborder et d'utiliser aptitude quand on a un minimum d'expérience. Voilà. Quelqu'un qui débarque vraiment tout fraîchement sur Linux, c'est pas forcément une bonne idée de commencer par utiliser aptitude, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils finissent par supprimer des logiciels qu'ils voulaient pas ou des paquets super importants pour le système, et puis le système soit plus du tout stable ou qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il a viré des choses qu'il fallait pas.
au moins avec apt-get, comme il est moins strict de ce côté-là, il y a quand même peu de chances de casser des dépendances avec apt-get. Ça peut arriver, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Donc on va faire ça, update, d'accord, la simple commande. Donc je vais montrer ici, apt-get update, qui va mettre à jour, donc vous voyez, je vous mets des petites notes, la liste des dépôts. N'hésitez pas à prendre des notes en même temps ou autre, c'est évidemment important. On fait ça, il me demande mon mot de passe évidemment, et il va mettre à jour toutes les listes. Voilà, donc ça c'est rapide généralement. Plus vous avez de dépôts bien sûr, et plus la liste sera longue, puisqu'on peut ajouter des dépôts à ce fichier-là, hein, le source.list. On peut sans problème ajouter des fichiers manuellement dedans. Mais ça, bon, on va pas forcément le voir parce que ça nous intéresse pas nous ici. Donc on a ces informations-là, et maintenant nous allons pouvoir installer un programme. Donc en gros, faire par exemple apt-get install et le nom de mon paquet. Comme ceci. Donc on y va. Je fais ici. Moi je vais installer, j'ai vu tout à l'heure, je crois Firefox, attendez. Il n'était pas en anglais, si, voilà, Firefox, il n'avait pas le pack de langue français, ça arrive des fois qu'il ne l'installe pas avec. Et bah ça tombe bien, on va l'enlever. On va installer le pack de langue française. Alors, vous voyez là on part de rien, c'est je cherche le pack de langue française, comment je peux faire? Alors soit bon, on se renseigne sur internet, on arrive à trouver le nom du paquet précisément, donc on gagne du temps, soit bon on ne sait pas trop où le chercher, et dans ce cas là on peut s'amuser à utiliser l'outil apt-cache. Donc on fait apt-cache search, et ici bah, on cherche, alors je vais mettre name, ça peut être n'importe quoi, chercher un paquet, on va mettre ce genre de choses. Donc moi je vais faire ça, search Firefox. Voilà, il va me lister évidemment plein de trucs, des choses même peut-être qui serviront pas, peu importe. Et alors, on va regarder un peu. Eh ben regardez, Firefox local. Voilà, donc apparemment il fait Firefox-local- et 2 lettres qui sont du coup l'indicateur pour la langue. Donc je me dis qu'a priori, en mettant FR, je dois pouvoir trouver le pack de langue française. Donc on peut retester en cherchant. On va faire la même commande, Firefox-local, et est-ce qu'il me trouve FR? Et là, on tombe sur le bon, il nous met paquet de langue Firefox pour le français. Donc allons-y, on va pouvoir faire cette commande, sudo apt-get install Firefox local fr. Voilà. Donc là, il nous met, vous voyez, les nouveaux paquets suivants seront installés, pas de problème. Il n'y a pas eu besoin de dépendance, c'est-à-dire que ce paquet de langue n'a pas eu besoin d'autres paquets pour fonctionner, donc il a qu'installé ça, aucune dépendance à satisfaire en plus, pas de problème. Et là, normalement, si je redémarre mon Firefox, a priori, il devrait être en français. Ça a l'air d'être bon. Non, ça l'est pas du tout. Il faudra peut-être que je le recharge, en fait. Ou alors peut-être que j'ai pas installé tous les paquets qu'il fallait. Hein. C'est possible aussi. Bon, de toute façon, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, ce qui nous intéressait ici, c'est de faire de l'installation de paquets. Donc, voilà comment que ça se passe. Install, tout simplement. Je vais installer autre chose. Je vais installer, par exemple, tiens, GIMP, logiciel d'image. Hein. On va faire ça. Voilà, GIMP. Donc généralement, vous voyez, vous mettez juste le nom simple du logiciel, et généralement, c'est le nom qui correspond au nom du paquet. On arrive à le trouver. Et là, bah, il nous indique que plein de paquets supplémentaires vont être installés. Donc là, on voit que le paquet GIMP, le logiciel a besoin de tout ça également. Donc là, vous voyez, si on était avec des PKG, eh bien, ça aurait échoué, on n'aurait pas pu installer. Là, il nous indique quand même qu'il va pouvoir installer GIMP, mais toutes les dépendances qu'il a besoin pour fonctionner. Donc on voit qu'il a besoin de Python, il a besoin de pas mal de bibliothèques, etc. Et nous, on ne s'occupe pas de ça. On dit ça, mais comme je vous dis tout à l'heure, ne validez pas les choses bêtement, prenez le temps quand même de lire, d'accord, les informations pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Là par exemple, je vois qu'il a installé apparemment un paquet d'aide en anglais, etc. Donc voilà, on vérifie qu'il n'y a pas n'importe quoi, qui ne dit pas par exemple je vais supprimer tel paquet. Là il supprime rien, il fait qu'installer ce qu'il faut, ça me paraît correct, donc je peux passer à l'installation. Donc il va faire l'installation, le paramétrage, si tout est bon, voilà, on pourra l'utiliser. Si jamais il y a un problème encore une fois de dépendance avec quoi que ce soit, on refait la commande que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire vous faites juste ça, -get -f install. Ça c'est la commande qui va essayer, à condition bien sûr que ça existe dans les dépôts. Hein. Si dans les dépôts il n'y a pas les dépendances qu'on recherche, bah, vous n'arriverez à rien corriger. C'est évident, hein, si on ne peut pas inventer des paquets qui n'existent pas. Mais cette commande, c'est un petit peu la commande qui corrige un peu tous les problèmes de dépendance quand vous en rencontrez. Si jamais à un moment donné, surtout quand vous allez télécharger un deb, que vous l'installez avec des PKG, vous aurez très certainement des erreurs de dépendance. Bah, vous faites cette commande là, ça corrige les erreurs de dépendance et ça installe proprement votre logiciel. Et normalement il devrait être fonctionnel. Donc on n'hésite pas.
quand il manque quelque chose à faire ça. Moi, il n'y a évidemment pas de problème, donc la commande ici est inutile. Voilà, pour l'installation, vous voyez, très simple, petit install, très rapide. Maintenant, on est sur des programmes généralement open source ou libres. C'est le gros avantage d'être sur ce genre de distribution. Il y a peut-être des développeurs parmi vous qui ont envie de récupérer le code source d'un de ces programmes. Pourquoi pas? Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller dans... je suis dans CD téléchargement, on va aller là, voilà. Ici, on va aller créer un répertoire. Je vais mettre par exemple VLC. Voilà, et je vais récupérer le code source du lecteur média VLC pour le modifier, pour voilà, faire ma petite popote et puis recompiler tout ça et avoir ma version modifiée, admettons. Donc on va là-dessus. Alors CD VLC, voilà, on est dedans. Et à partir de là, on va vouloir télécharger les sources. Donc moi, j'ai envie de faire la récupération des sources. Donc la commande nécessaire, c'est non pas install, mais source, qui va s'écrire comme ceci. Télécharger source d'un paquet. Alors, on va exécuter cette commande, enfin on va la faire directement dans le terminal. Source VLC. Et là, on va avoir un problème parce qu'il nous met, vous devez insérer quelques adresses sources dans votre source.list. Donc c'est un problème de dépôt, c'est-à-dire que il essaie de chercher des sources pour VLC et apparemment dans les dépôts qu'on a, ces sources n'existent pas. Donc moi, je vais aller le modifier. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de vous référer à ça pour le moment, vous pouvez passer par un logiciel graphique ou autre, ou en sudo avec autre chose. On n'a pas encore vu tout ce qui était éditeur de texte en console, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais en gros, si vous voulez juste répéter ce que je fais sans forcément piger tout ce que je fais sudo ou plus loin nano, et ensuite le fichier à modifier. D'accord ? Mais on apprendra à utiliser des outils comme ça plus tard dans des vidéos. Donc ça vous ouvre un espèce d'éditeur de texte en mode console, et du coup là on peut modifier le fichier directement. Voilà, donc je le déplace au clavier. Voilà, et vous voyez les lignes ici deb src, on a un dièse devant. Ça montre que c'est sous forme de commentaires. C'est pas des lignes qui sont du coup interprétées, elles sont commentées. Donc moi je vais récupérer les sources éventuellement pour ces dépôts. Donc je décommande tous ces dépôts, tous les src, là on va les décommenter. Voilà, parce que je sais pas exactement où VLC il est. Est-ce qu'il est dans le dépôt main? Est-ce qu'il est dans restricted? Est-ce qu'il est... Voilà, dans le doute, je préfère décommenter pour les 4, et comme ça, ce sera bon. Voilà, les 4 c'est bon, ils le sont. Ensuite, on fait CTRL-O, donc je vous donne rapidement, vous faites Entrée, ça permet de enregistrer le fichier, et CTRL-X pour quitter. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ces outils, on les verra plus tard, plus en détail, pour que vous appreniez à les utiliser. Donc une fois qu'on a ça, on refait un apt get update, on recharge la liste et on met à jour la liste des dépôts, c'est important, sinon voilà. Donc là vous voyez on récupère du coup source qu'on n'avait pas tout à l'heure, donc c'est ça qui va faire toute la différence. Donc c'est un peu plus long parce que du coup il récupère pas mal d'autres dépôts supplémentaires. Et là j'ai plus qu'à faire sudo apt-get source VLC. Et si le paquet a bien été trouvé, et notamment ses sources, vous voyez, il fait en fait un git clone, donc ça parlera à ceux qui connaissent Git. Si vous connaissez pas l'outil, c'est pas grave. Mais en gros, il récupère les sources officielles du projet. Voilà. Et là, si je vais dans mon répertoire, téléchargement, VLC, j'ai les sources. Donc un problème de droit, comme vous voyez ici, enfin un problème, c'est pas un problème, mais vous voyez que les permissions sont particulières. J'ai fait une vidéo sur tout ce qui est droit et permissions, donc à vous de faire les commandes nécessaires pour vous octroyer des droits sur ces répertoires. Et voilà. Et vous avez du coup toutes les sources de VLC, vous pouvez le modifier, donc vous voyez c'est du C pour ceux qui programment en C, et vous pouvez comme ça du coup modifier le programme et le compiler à votre sauce. Voilà comment on récupère du coup des sources directement. Donc très pratique, vous voyez, on peut passer par gestionnaire pour faire ça. Donc là où le gestionnaire est bien, c'est comme je vous l'ai dit, il va gérer véritablement une liste de tout ce qui a été installé, désinstallé, toutes les dépendances qui ont été mises en place, etc. Donc il a tout son historique, il est capable de savoir tout ce qui a été fait de ce côté, et le jour où on va vouloir supprimer quelque chose ou supprimer des dépendances, il fera le nettoyage comme il faut. Et il faut savoir bien manipuler ces différents outils. Donc justement, moi j'ai installé GIMP, j'ai envie de l'enlever. Alors là il va y avoir des particularités. Justement, on va pouvoir faire des nettoyages, donc des suppressions propres, mais qui ont des fonctionnements différents. Et là, comme il y a pas mal de commandes, je vais déjà vous les noter, et après on va les utiliser en fonction. Pourquoi j'ai marqué pâté? Ok, c'est pas grave. Alors, je vous les note déjà. On va avoir celle-là qui va supprimer un paquet. Vous remplacez install par remove. Je pense que c'est suffisamment explicite. Donc celle-là va véritablement que supprimer le paquet, c'est-à-dire elle va supprimer les fichiers d'installation de votre logiciel. Seulement. Pourquoi je dis seulement? Parce que vous allez voir qu'en réalité, quand on installe un programme, il n'y a pas que ça qui s'installe. Nous allons
ensuite avoir, et c'est là que c'est important, auto remove. Là on est sur d'autres commandes. Donc là je vais mettre supprimer un paquet, et là je vais mettre supprimer. Voilà, comme ça pour qu'il y ait de la place dans le texte. Supprimer un paquet plus ses dépendances. Alors pareil, je ne l'ai pas montré, mais je vais vous montrer très rapidement, là je fais vite fait une parenthèse. Vous pouvez installer plusieurs paquets à la suite, hein. Vous pouvez très bien faire ça. GIMP, puis je vais installer VLC, puis je vais installer un LibreOffice, etc. D'accord? Vous séparez par des espaces, ça installera tout ça. Pareil pour Remove, etc. Voilà, donc je le montre vite fait, parce que c'est simple. Vous pouvez bien sûr procéder à l'installation de plusieurs choses à la fois. Donc on fait ça, je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà, ici. Donc là on supprime le paquet et ses dépendances. Vous avez vu que tout à l'heure GIMP il a installé plein de dépendances. D'accord? Donc si je fais ça, GIMP, ça va juste virer le paquet GIMP. Donc vous voyez, ça met bien que les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires. GIMP Data, lib AMD2, lib ABL, etc., etc. Python GTK2 de tout à l'heure, et qu'il n'y a que ce paquet-là qui sera enlevé. Donc je fais oui, mais toutes les dépendances vont rester. Donc ça va prendre la place sur votre système, sur votre disque, etc. Donc ces dépendances ne seront pas supprimées. Et comme elles ne sont pas utilisées par d'autres programmes ici, du coup c'est ce qu'on se retrouve en fait avec des paquets qui ne servent à rien, des dépendances un petit peu orphelines, qui prennent de la place inutilement, donc des fichiers inutiles sur votre système. Donc si on veut véritablement virer le paquet et ses dépendances, on va faire un auto remove. Donc là, même si j'ai viré le programme, déjà si j'essaie de faire ça, alors sudo apt get auto remove. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'il allait y avoir plein de commandes là qu'il fallait du coup prendre des notes parce qu'il y a plein de choses, cette vidéo. Voilà. Et là, on fait directement ça. Donc il n'a pu retrouver le paquet GIMP. Donc vous voyez, le paquet GIMP n'est pas installé et ne peut donc pas être supprimé. Donc logique. Mais par contre, il a vu qu'il avait quand même des dépendances qui elles sont bien présentes encore sur votre système. Donc on peut les supprimer, même si on a viré le paquet à la base. Donc vous voyez, comme tout a été sauvegardé dans un historique, grâce au gestionnaire de paquets et de dépendances, il est capable de réaliser toutes les opérations, n'importe comment, et d'obtenir un système propre. Voilà. Mais c'est pas tout. Nous avons aussi apt-get purge. Purge, ça va virer le paquet et les fichiers de configuration. Qu'est-ce qu'on entend par fichier de configuration? Je vais expliquer un petit peu plus tard. Et nous avons auto remove avec une option purge sur un paquet. Et ça, c'est the best command, c'est elle supprime paquet plus dépendance plus fichier de config. On va dézoomer parce que vous voyez, il n'y a plus de place là. Voilà. Ok, donc 4 commandes différentes pour gérer tout ce qui est suppression, donc au niveau de la maintenance de votre système. Juste supprimer le paquet remove, supprimer un paquet ses dépendances auto remove, supprimer un paquet ses fichiers de configuration purge, et tout supprimer, paquet et dépendances et fichiers de config, auto remove, purge. Donc c'est peut-être beaucoup de commandes, mais à force de l'utiliser, vous gagnerez du temps. Et c'est là aussi pour le coup où apt sera plus utile, parce que vous verrez que apt il fait pas mal d'opérations en une, c'est-à-dire que ça évite d'utiliser trop de commandes comme ça, et apt comme il n'est pas fait pour être utilisé sous forme de script, objet dans un script, il le raccourcit, ça, on va dire ça nous évite de faire certaines commandes. C'est pour ça qu'au quotidien c'est plus rapide, plus agréable peut-être d'utiliser apt tout court comme outil plutôt que apt-get. Mais on est vraiment, encore une fois, rappelez-vous, sur deux outils différents. Ils ont chacun un fonctionnement différent par rapport à ce qui est fait. Donc on va faire ça. Alors qu'est-ce qu'on entend par fichier de configuration? Eh bien, une façon très simple de savoir un peu ce qui reste comme fichier de configuration, bien sûr je suis pas sur Windows, vous faites juste, rappelez-vous la commande where is. Moi je vais faire where is GIMP. Et on se rend compte que GIMP, on a pourtant désinstallé et en fait il reste des choses. Et ça, on est d'accord que c'est une chose qui nous dérange beaucoup quand on est sur Windows, de se rendre compte qu'on a désinstallé un programme, et dès qu'on va aller un petit peu traîner dans des fichiers, que ce soit les programmes files, dans AppData, Roaming, AppData Local, ou dans les fichiers personnels, tout ça, on retrouve toujours plein de résidus, sans même parler de la base de registre. Et voilà, on a l'impression qu'au final, ça plus on installe de logiciels, et c'est le cas malheureusement, et plus ça fait un peu le bazar sur le système, dans le registre, etc. Et c'est pas forcément très cool par la suite, surtout quand on a un usage comme ça sur plusieurs années de notre système. Donc là, on se rend compte que
Dans ETC, et je vous rappelle, je vous ramène à la vidéo numéro 12 que j'avais faite concernant l'arborescence des fichiers, où je vous avais détaillé précisément tous les répertoires de l'arborescence de Linux, en vous disant qu'est-ce qu'on y trouvait. Donc dans ETC, on a pas mal de fichiers de configuration, et quand il y a des fichiers prévus pour être partagés, on va les retrouver dans User Share. D'accord ? Ils ne sont pas forcément toujours supprimés non plus. D'ailleurs, regardez ce qu'on va faire. On va aller réinstaller GIMP. On va dire, tiens, décidément, GIMP, on va passer notre temps à l'installer, le désinstaller. On n'arrête pas. Incroyable, on est vraiment indécis. On ne sait pas ce qu'on veut. C'est un coup on le prend, un coup on l'enlève, un coup on ne sait pas trop. Voilà, on réinstalle GIMP. Donc il réinstalle ses dépendances, évidemment, parce qu'on a tout viré. Donc là, vous voyez, pour le coup, si j'avais juste viré le paquet, eh bien, en voulant réinstaller GIMP, il aurait réinstallé que le paquet GIMP. Il n'aurait pas besoin de réinstaller les dépendances, puisqu'elles étaient encore présentes sur le système. C'est souvent pour ça que par défaut ça les laisse, parce qu'il part du principe aussi que si un jour vous réinstallez le programme, vous irez plus vite parce qu'il n'y aura que le paquet en question à remettre et pas ses dépendances. Sauf s'il y a besoin de faire des mises à jour, évidemment. Donc là je vais refaire where is, voilà, GIMP, et voilà tout ce qu'on a. On retrouve le chemin vers l'exécutable, user bin, on connaît bien avec GIMP, les bibliothèques, d'accord, les fichiers de config, d'autres fichiers de config qui seront partagés, et tout ce qui est lié au manuel. Donc en gros, ça c'est ce que l'on va partager entre tous les utilisateurs pour GIMP, et on aura éventuellement certaines choses personnelles. Donc il va falloir faire la distinction entre fichiers de configuration et fichiers de préférence. Voilà vos fichiers de préférence. Vous allez dans votre dossier personnel, vous faites CTRL-H notamment pour afficher les dossiers ou fichiers cachés, qui commencent donc par un point, et on voit par exemple pour GIMP, je retrouve ça. J'ai un fichier .gimp-2.8. On retrouve brush, curve, dynamique, etc. Je vais retrouver, alors je ne sais pas si je peux en ouvrir un autre, nouvelle fenêtre, voilà. Dans l'arborescence, ordinateur, user, share, qui veut dire partager, je pense que le nom est suffisamment explicite, et je vais retrouver un répertoire de GIMP. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure en faisant le where is. Il est GIMP ici. Voilà. Et du coup on retrouve tout ça. Et on retrouve pas forcément la totalité, mais on retrouve quand même pas mal de dossiers similaires. Quelle est la différence ? Pourquoi le logiciel s'est installé de cette manière ? Est-ce que c'est propre, pas propre ? En fait, c'est parfaitement cohérent. C'est simplement ce qui est dans votre dossier personnel, c'est personnel. C'est-à-dire que ça, si un jour vous voulez mettre un brush spécifique pour votre installation de GIMP, vous le mettrez ici, dans votre répertoire personnel, et il n'y a que vous qui aurez accès à ce brush, donc notamment votre pinceau bien particulier. Par contre, si on veut mettre des outils pour tous les utilisateurs du système, on mettra ça dans User Share. Parce que c'est comme l'indique le nom, c'est des ressources partagées. Donc le système est absolument bien conçu par rapport à ça, dans la mesure où il sépare vos informations personnelles, ce qu'on appelle les préférences, d'accord, les fichiers de préférence, et les informations partagées ou les fichiers de configuration. Donc ce qui est fichier de configuration, c'est ce qui est propre à la configuration du logiciel, et les fichiers de partage, c'est ce qui va être partagé en fait entre tous les utilisateurs du système. Donc ça, tout le monde y aura accès pour le logiciel GIMP, ça il n'y a que vous. D'accord ? Chacun aura son propre éventuellement dossier GIMP comme ça dans ses fichiers personnels. Et du coup, le gestionnaire, il ne va pas s'occuper de faire du nettoyage ici. D'accord ? On va pouvoir faire le nécessaire pour nettoyer tout ça, mais il ne s'occupera pas de ça parce que tout simplement, c'est personnel. Donc c'est pas à un gestionnaire de paquets d'aller faire le tri dans vos fichiers personnels. Donc même si vous désinstallez complètement GIMP, notamment ce répertoire-là, il sera toujours conservé. Voilà. Donc comme ça, si un jour vous avez mis des trucs à vous, ils ne seront pas supprimés par accident ou autre, ce sera à vous de faire le nettoyage. Pour le coup, ça c'est un nettoyage vraiment à faire manuellement, de ce répertoire. De vous dire, moi j'ai vraiment plus besoin de rien là-dedans, donc je le vire manuellement en faisant un clic droit ou en passant par le terminal en faisant un RM, un remove. Mais le gestionnaire s'en occupera pas. C'est des fichiers de préférence, donc c'est des documents personnels, il n'a absolument pas à aller supprimer des trucs là-dedans. Il va en créer quand il y a un nouveau logiciel parce qu'il faut que vous ayez évidemment des préférences utilisateurs. Après, pour la suppression, c'est pas lui qui s'en charge. Donc c'est vraiment la seule maintenance, on va dire, à avoir au niveau des logiciels, c'est tout ce qui se passe dans vos dossiers personnels. Si un jour vous voulez sauvegarder toutes vos données personnelles, prenez ces répertoires aussi, et comme ça vous aurez vos différentes configurations propres, personnelles, pour ces différents logiciels. Donc voilà, donc ça c'était important d'en parler, parce que des fois les gens me disent, tiens, j'ai remarqué qu'il y avait des répertoires identiques en doublon dans User Share ou dans mon répertoire personnel, et ils pensent que que du coup c'est mal conçu. Mais c'est pas une question de mauvaise conception, c'est parce qu'on sépare justement bien les choses et on mélange pas tout. Donc là vous voyez tous les liens qu'il y a, d'accord. Donc ça en gros c'est le paquet, Voilà, GIMP il est bien présent ici, c'est un binaire. Ça c'est les bibliothèques, donc ça peut être les dépendances ou autres. Donc vous voyez, ça c'est du fichier de configuration.
Ça c'est une ressource partagée, mais généralement ça rejoint les fichiers de configuration, d'accord? Et ça pareil, voilà. Donc c'est toujours dans /etc, /user, /share pour tout ce qui est fichier de config. Donc si je fais, encore une fois, on va dire, allez, on est reparti, on supprime. Remove GIMP. On vire tout ça. Hop. Donc je rappelle on désinstalle que le paquet GIMP, on n'a pas viré les dépendances. Je refais un where is et vous voyez qu'il reste toujours /etc, /GIMP et toujours user share GIMP. Donc il a viré le manuel, ok. Il a viré l'exécutable, donc le paquet, il a viré les bibliothèques, donc les fichiers bibliothèques propres à GIMP. Pour autant, il a laissé tout ça. Donc le seul moyen de vraiment tout virer, sans même à la rigueur préciser le nom, c'est de faire, donc là on va préciser le nom quand même, auto remove purge GIMP. Et là je suis sûr qu'il va plus rien rester, plus aucun paquet, plus de dépendance et plus de fichiers de configuration. La seule chose qui restera, c'est les fichiers de préférence dans votre dossier personnel, mais je vais vous expliquer pourquoi, et les logs. C'est-à-dire que votre système, il faut savoir qu'il surveille tout ce qui se passe, toute l'activité de votre système. D'ailleurs, on aura aussi une vidéo dédiée à tout ce qui est surveillance, système, tâches, etc. On va apprendre à faire pas mal de choses sur Linux. On est loin d'avoir terminé la formation. Il y a encore plein de vidéos à faire et plein de choses à voir. Mais tout ce qui est log, évidemment, ça va pas être supprimé dès que vous virez le logiciel. Parce que là, pour le coup, c'est propre à votre OS et pas propre au système. Donc toute l'activité liée à votre logiciel GIMP, enregistrés dans les logs du système, évidemment, ne vont pas être supprimés dès que vous virez GIMP. Ça restera au niveau du système. De toute façon, les logs, après, c'est purgé, c'est archivé, etc. Donc, c'est géré comme il faut par le système. Et là, si je fais un where is GIMP, s'il a bien fait le travail, vous voyez qu'on ne retrouve plus rien. Donc, je peux essayer de chercher mes répertoires, ils n'y seront plus. Par contre, j'ai toujours, encore une fois, le fichier de préférence. Évidemment. Lui, ça ne change pas. Donc, si vraiment je ne veux absolument plus entendre parler de GIMP, et que j'ai vérifié que j'avais rien de personnel là-dedans, genre que j'avais enregistré un brush et que je risquerais de perdre, une fois que je suis sûr que c'est bon, je peux manuellement virer ce répertoire, et là, terminé, il n'y a plus de GIMP sur le système. Il est complètement à 100% supprimé. Voilà, il n'y a pas de résidu de quelque part planqué dans un répertoire, tout a été supprimé, parce que justement au départ, tout s'installe d'une manière et pas n'importe comment. Tout est bien prévu pour se mettre dans des répertoires spécifiques, et du coup le gestionnaire sait où il a installé les choses, donc il sait où les supprimer. Donc pas de problème de ce côté-là. Voilà comment on s'occupe de cette partie-là qui est du coup très importante. Je vous ai tout montré, donc on a vu pour la suppression pour tout ça pur, donc je vous ai expliqué, je pense que maintenant toutes les différences entre les quatre commandes, vous l'aurez bien compris, j'ai passé suffisamment de temps là-dessus. Passons à d'autres commandes pour terminer, on va pas parce que ça fait bientôt 1 heure de vidéo, elle aurait été très longue, mais bon je l'avais dit aussi, avec tout ce qu'il y avait à voir, il fallait bien. On peut passer, alors pareil je l'ai pas dit, cette commande vous pouvez la passer sans le nom de paquet. En gros, je vais mettre derrière la faire ici. Ça veut dire simplement qu'on va virer tous les paquets, les dépendances et les fichiers de configuration de programmes qui ne sont plus présents en fait. Ça fait un nettoyage complet si vous voulez. D'ailleurs, il faut le faire en sudo sinon ça marche pas. Voilà. Donc si jamais il trouve des résidus, par exemple un jour vous avez fait une mise à jour de votre système et ça a mis à jour le noyau, il peut virer l'ancien noyau, ce genre de choses. Et justement, puisqu'on parle de mise à jour du système, comment on maintient à jour son système? On a vu comment mettre à jour la liste des dépôts, mais admettons que dans les dépôts, il y a une nouvelle version, par exemple de Firefox qui sort. Rappelez-vous que l'intérêt, c'est de ne pas avoir à aller chercher le paquet deb sur le site de Firefox et le mettre à jour à la main. On veut que le gestionnaire se charge de ça. Donc vous devez, c'est-à-dire que ça, c'est les commandes à faire par exemple tous les jours ou toutes les semaines, quand vous voulez tenir votre système à jour. Vous faites un apt-get update qui va mettre à jour la liste des dépôts, je rappelle. Donc d'ailleurs moi je pourrais recommenter les fichiers sources, on n'en a plus besoin. Donc là on voit d'ailleurs qu'il y a eu des changements puisqu'il a réenregistré des trucs. Et après on fait un apt-get upgrade. Et s'il trouve des nouvelles versions de paquets, donc moi comme j'ai fait la mise à jour il n'y a pas longtemps, il n'a pas de nouvelles versions de quelque chose entre temps, pas de problème. Cette commande upgrade, on va mettre à jour, alors je vais la noter aussi, upgrade, voilà, met à jour et dépendance, d'accord. Et on va avoir ensuite dist upgrade qui elle va mettre pareil, donc met à jour paquet et dépendance et éventuellement je vais mettre nouveau paquet. En gros, si elle a besoin d'installer un nouveau paquet par rapport au changement qu'il y a eu sur des programmes, eh bien ces installations seront faites, alors qu'elles ne seront pas faites avec upgrade. On va dire qu'upgrade c'est plus une mise à jour un peu plus sécurisée,
D'accord, on va pas venir casser les choses, on va juste mettre à jour ce qui existe déjà sur votre système. Et en faisant un dist upgrade, s'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau paquet qui vient d'arriver dans les dépôts, eh bien il sera installé avec dist upgrade. Donc généralement, si vous voulez maintenir votre système, je vous le dis, faites un update upgrade régulièrement, ça peut être tous les jours, une fois, 2 fois par semaine. Et le dist upgrade, ça à faire peut-être une fois par mois, voilà, une fois tous les 2 mois. Voilà, si vous voulez par exemple installer de nouveaux paquets, ça peut être par exemple un nouveau noyau, voilà, un nouveau noyau donc du système, ce genre de choses, on peut l'installer avec un dist upgrade, donc c'est à faire évidemment, mais pas forcément besoin de le faire tous les jours non plus, hein, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà comment on maintient tout ce qui est installation, gestion, recherche, téléchargement de sources, désinstallation, mise à jour, donc maintenance de votre système. Il y a beaucoup de commandes. Je rappelle que tout ce qu'il y a là, vous pouvez remplacer par aptitude, il y a pas mal de choses comme ça que l'on peut retrouver comme équivalent. Après, pour apt, je vais aller très vite, je vais même pas en fait faire listing parce que ça va faire déjà 1 heure de vidéo, donc on va peut-être pas tout faire, mais on fait apt ici, et grosso modo, vous avez en un plusieurs commandes, donc vous voyez on retrouve, vous tapez juste apt, vous avez update, donc l'équivalent de apt-get, hein, vous voyez on est marqué ici, on a le upgrade, c'est l'équivalent aussi, on a full upgrade, ça correspond au dist upgrade, d'accord, voilà. Voilà, donc c'est pour mettre vraiment le système à jour en son ensemble, hein, tout ça. On retrouve les fameuses commandes install, remove, purge, simplement qu'elles auront plus de fonctionnalités, d'accord. Par exemple, remove va pouvoir gérer beaucoup plus de choses que le remove avec apt-get, etc. Auto remove, mais de toute façon vous avez toutes les explications. En plus, je vois que le man est en français, donc franchement c'est simple. Le search, hein, qui normalement est de apt cache, voilà, vous voyez sur apt vous l'avez. Show, c'est pour les informations d'un paquet, etc. On peut faire des listings, tout ça. On a pas mal d'informations éventuellement intéressantes. Alors apt aussi, ce qui est sympa, c'est que visuellement, c'est encore une fois comme c'est fait pour être utilisé quotidiennement. Regardez, si je fais un sudo apt install gimp, voilà un petit peu la différence qu'on aura visuellement. Vous aurez une progression qui est affichée, voilà, une petite barre de progression, des petites couleurs, des petits trucs comme ça. Voilà. Donc ça peut être plus intéressant, c'est un peu plus, on va dire, oui, agréable peut-être à utiliser que d'autres choses. Donc là, je refais un coup de release gimp. Vous voyez, il y a tout ça. Ouais, c'est... Je regarde un peu tout, oui, ok. Et là, je fais un sudo apt remove gimp. Oui. Donc vous voyez, il me dit que ce sera viré. Voilà. Si je fais un release gimp à nouveau, on retrouve toujours les fichiers là. Du coup, on n'a plus qu'à faire sudo apt auto remove de juste ça en fait, on s'embête pas. Voilà, et vous voyez, les paquets suivants seront enlevés, ce qui ne sont plus utiles. Voilà, donc pareil, on a des progressions, ça peut être plus visuellement parlant, je veux dire, c'est peut-être des fois mieux. On a etc, donc share a disparu, mais etc toujours dispo. Et après, je pense que normalement, je sais pas si purge va l'enlever au final. Est-ce qu'il va l'enlever? Ah non, il l'enlève pas. Donc voilà, vous voyez, pour le coup, si je veux vraiment tout virer. On va utiliser peut-être les deux, mais du coup, il faut faire, faire genre ça, quoi. Ah là, il l'a gardé. Ah ouais, là par contre, il l'a gardé. Alors ça, par contre, vous voyez, c'est étonnant parce que du coup, il garde quelque chose. Du fait qu'on est passé par un autre outil pour la gestion. Du fait que j'ai fait ça via ATP, qu'après apt et que je passe ensuite par apt-get, vous voyez, il y a des trucs différents. Donc, faut faire gaffe par rapport à ça. Donc là, en gros, il faudrait faire un reinstall de... Ça va faire bizarre de faire ça, de faire genre ça, et puis derrière de faire directement une désinstallation. Soit, hein, bon, allons-y. Hein. On va pas laisser ça, hein, voilà, c'est... On va pas laisser des fichiers de configuration, on n'en veut pas. Donc on va virer tout ça, et ensuite on va faire un auto remove. Purge, voilà, comme ça on fait les deux en même temps, on est sûr. Toujours mieux. Hop. Mais encore une fois, bon là je vais vite, vous voyez, dans les commandes pour accepter tout ça. Mais encore une fois, lisez ce qui est indiqué, parce que des fois, on veut suivre, surtout si vous utilisez aptitude par la suite, vous verrez qu'à des fois, il veut en supprimer un peu trop, en installer un peu trop, et si vous acceptez les trucs sans lire, des fois vous aurez des petites surprises. Donc évidemment, à moins de vraiment savoir ce que vous faites, vous amusez pas à faire des manipulations. On parle quand même d'installation, de gestion et de suppression de paquets, donc de logiciels ou de dépendances. Donc c'est des choses qui sont quand même fortement liées au système. Donc faites attention, faites pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est des commandes qui sont pas à faire comme ça à la légère. Il faut savoir ce qu'on fait. Voilà, normalement là, il y a intérêt. Hein. Voilà, il m'a tout viré. C'est parfait, c'est propre et c'est ce qu'on aime.
Ok, donc on a fait le tour de pas mal de choses. On n'a pas tout à fait tout fini. Il y a encore quelques petites choses à voir, mais on va pas trop s'étaler non plus. Ça va faire 1 heure de vidéo en plus, donc on va aller avancer assez vite. J'ai juste quelques éléments à vous montrer. De toute façon, je vais juste en parler en surface, puisque après le reste, on le verra dans des tutos. C'est peut-être même déjà plus disponible sur la chaîne au moment où vous verrez cette vidéo, hein, si vous la voyez beaucoup plus tard que la date où je l'ai enregistrée, effectivement. Donc vous pourrez tout regarder un peu dans la playlist des tutoriels de GNU Linux, voir s'il n'y a pas un tuto par rapport à ça. Donc on a vu comment gérer un petit peu ces différents outils, d'accord. On a vu qu'il y avait pas mal d'options, donc apt-get, apt, aptitude, je vous ai expliqué dans quel cas utiliser l'un ou l'autre, à vous de voir. Mais on a aussi éventuellement, par exemple des fois, besoin de logiciels qui ne sont pas présents dans les dépôts officiels. Alors quand on a besoin d'un logiciel, notamment sur Ubuntu ou autre, ou même d'autres distributions, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si on ne sait pas le nom ou autre, qu'est-ce qu'on fait? Bien, le réflexe, très important mais tellement évident, c'est d'aller voir dans la doc officielle. C'est-à-dire qu'Ubuntu, donc même si vous êtes sur Linux Mint, Elementary OS, Debian, etc., bon Debian c'est un cas un peu à part, mais ça correspond quand même pas mal, mais pour Ubuntu et tout ce qui en dérive, en cherchant sur la doc Ubuntu, donc le wiki en fait, vous allez tomber sur toutes les informations que vous voudriez. Donc en gros, par exemple, je sais pas, moi je veux des informations sur VLC, par exemple. Voilà, je vais tomber sur le wiki de VLC, avec toutes les infos, donc ça vous donnera le nom du paquet, comment l'installer, éventuellement les problèmes qu'il peut y avoir, de quoi faire des configurations, bref, tout ce qu'il faut savoir et tout ce qui peut être utile. Et dans certains cas, je suis content de voir que VLC le propose, on va trouver ce qu'on appelle un dépôt PPA, un personal package, et le A c'était pour, je ne sais plus, vous voyez là pour le coup, Personal Package Archive, pardon, parce que ce sont des archives. Donc Personal Package Archive pour gérer en fait des archives de dépôt, donc en fait personnel. En gros, vous êtes un développeur quelconque, ou alors il y a un développeur qui n'a pas, soit parce que Ubuntu, donc Canonical, n'a pas mis son logiciel dans les dépôts, ou pas encore, ou alors simplement qui veut gérer une version plus à jour, plus récente, ou assez particulière de dépôt, et il va du coup proposer cela. Donc il y a tout un système pour voir comment créer son propre dépôt PPA. J'en parle ou j'en parlerai, tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, dans un tutoriel à part, si vous voulez par exemple un jour faire votre propre dépôt PPA à proposer aux gens. Donc première indication déjà, comme il ne s'agit pas de dépôt officiel, vérifié, testé, etc. par les communautés ou par Canonical en personne, évidemment comme pour n'importe quelle chose, faites attention à ce que vous installez, parce que vous n'avez aucune garantie de ce que vous installez. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui fournit des programmes malveillants ou autres, et vous allez installer ça sur votre système. Donc évidemment, faites vérifier ça sur des sites de confiance. Généralement, quand c'est des PPA qui sont indiqués sur le wiki, on peut quand même plutôt faire confiance à ces derniers, mais voilà, pas aveuglément non plus. Voilà, faut faire attention quand même. Donc comment ça fonctionne un dépôt PPA? En gros, c'est une personne qui sur son propre serveur, son propre site, peu importe, propose le dépôt vers son logiciel, et nous pouvons l'ajouter à la liste des dépôts présents sur notre système. C'est-à-dire que nous, au départ, nous avons que les dépôts officiels, on n'a pas le reste. Pour ajouter ce dernier, on va simplement faire alors toujours en sudo, mais on va faire un add apt repository, comme ceci, PPA, et là il y aura le chemin. Donc le dépôt en fait, voilà. Sous forme de chemin ou autre, peu importe, qui sera marqué comme ça. À partir de là, vous allez obtenir une clé que vous allez pouvoir générer. Donc, attendez, on va peut-être même pas s'embêter, on va faire ça. Donc là, en gros, vous voyez qu'ici, je peux ajouter stable daily. Donc voilà, je peux avoir une version apparemment stable, mais un peu plus à jour de VLC. Donc on va l'ajouter. Donc je récupère ça. Hop. PPA 2 points, là. Tac. Je vais aller dans mon terminal. Donc on y va. Sudo add-apt-repository et PPA, etc. Voilà, PPA 2 points et tout le chemin. On fait ça. Ça va vous proposer donc toute une liste d'informations pour récupérer une clé qui vérifie en fait l'intégrité, donc pas mal de vérifications faites au niveau du dépôt. On fait entrer. Ça ajoute donc la clé à la liste. Le nouveau dépôt. Ah là on voit 404 not found. En gros, c'est-à-dire que le dépôt apparemment ici n'est plus bon. Voilà, ça tombe bien qu'on voit ça en vidéo. Là on a un exemple de ce dépôt qui apparemment ne marche plus. Donc peut-être qu'il a changé et que du coup le wiki n'a pas été mis à jour par rapport à ça. Peu importe, mais en tout cas... Ah oui, on le voit en fait, dans Port-Trust vous pouvez installer VLC 3.0. Donc apparemment le dépôt a changé. Écoutez, on va faire celui-là, c'est pas grave. Hop, peu importe, vous savez, je suis partant. Donc c'est normal quelqu'un... Ah non, c'est toujours celui-là que je viens d'ajouter qui est pas bon non plus. Décidément, ils sont tous plus bons en fait, leur dépôt. Bon bref,
En gros, une fois que vous avez ajouté comme ça un dépôt qui passe, vous mettez à jour la liste en faisant un petit update. Et du coup, quand vous allez cette fois-ci faire VLC, si la version du dépôt personnel est plus à jour que la version du dépôt officiel, eh bien il installera celle-là. Et vous pourrez par exemple, dans certains cas, avoir des logiciels plus récents, ou mieux, des fois des logiciels simplement pas présents dans les dépôts officiels. Peut-être qu'il y a des logiciels pas présents dans les dépôts officiels. D'ailleurs, Discord, il y a peut-être des chances qu'il ait un PPA ou autre, parce que vous avez vu que je l'avais installé moi depuis le fichier deb. Voilà, vous voyez, Discord, on trouve une page. Via le site officiel, ouais, donc on télécharge le deb, sinon on snap, mais ça c'est snap, c'est autre chose, on l'a pas encore vu. Mais apparemment non, il y a pas de, ils n'ont pas fait de PPA. Bon, peu importe. Donc voilà, on passe par un PPA, on l'ajoute, on fait un update pour mettre à jour la liste, et ensuite on installe n'importe comment avec install ou remove, comme on le ferait habituellement pour n'importe quel dépôt officiel, le programme. Tout simplement parce que ce dernier a été s'ajouter ici. Voilà. C'est pas ça que je voulais. Et du coup, alors est-ce qu'il me l'a mis quelque part? Budgie, Bionic, je regarde un petit peu tout. On ajoute des trucs comme ça, là en fait on s'en fiche. Ils n'étaient pas bons, il y avait des erreurs et tout, donc... Et ce que je voulais voir par contre, c'était en passant par gestionnaire graphique, parce qu'il y a des trucs un peu... Est-ce que je peux retrouver des choses aussi là? Parce qu'évidemment, sur certaines distributions, pas toutes, vous avez des fois un gestionnaire graphique, Synaptic Code, qui utilise derrière des PKG, APT, tout ce qu'on a vu en fait. Ouais, donc on va les retrouver là, vous voyez les PEPA, ils sont ici. Donc, de toute façon, on peut les virer. Passe, je vais les virer de là. Il me paraît qu'ils sont pas bons du tout, parce que sinon on va avoir des 404, ça va être assez casse-pied. Bon, on passe par l'interface graphique, mais peu importe. Mise à jour. Hop, il n'y a rien de besoin. À redémarrer un... Ah oui, parce que j'avais fait des mises à jour tout à l'heure. Parce que ça fait un petit moment que j'avais pas redémarré l'OS. Ah oui, il doit faire des redémarrages. Bon, on y fera plus tard. Mais en gros, voilà, donc on installe un PPA. D'accord, comme je vous ai montré avec add apt repository. La commande que je vous ai montrée, très importante. Ensuite, on fait un update. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on a ajouté le PPA, on fait évidemment un apt get update pour mettre à jour. Et puis ensuite, on fait un apt get install, le nom du paquet, quoi. Voilà. Ça permet d'avoir des choses plus à jour, mais encore une fois, attention, il s'agit de dépôts personnels, donc rien ne vous assure que vous avez quelque chose de fiable derrière. Donc comme n'importe quelle installation de logiciel, peu importe le système d'ailleurs, il faut le faire depuis un site de confiance ou quelqu'un où vous savez qu'il n'y a pas de problème. Sinon, dans le doute, préférez passer par les dépôts officiels, parce que là, il y a quand même vraiment quasiment aucun risque de tomber sur quelque chose de verrouillé, puisque c'est vérifié, revérifié, revérifié. L'équipe sert à ça, voilà, et même les communautés utilisateurs maintiennent et vérifient un minimum en tout cas tous ces programmes là, donc préférez toujours passer par les dépôts prévus pour ça avant d'ajouter des PPA. Voilà, il faut vraiment le faire si vraiment on n'a pas le choix. Et l'installation via un fichier deb, comme je l'ai montré au début avec des PKG, pareil, c'est à faire en dernier recours. D'ailleurs, rapidement pour des PKG, je vous avais montré une -i pour l'installation. On peut également faire des suppressions. Je ne l'ai pas montré parce que, encore une fois, c'est pas forcément l'idéal comme outil à utiliser. On va préférer passer par notre gestionnaire de dépendance. Mais en gros, si vous faites des PKG -l, vous allez supprimer. D'accord? Donc le paquet, si vous faites des PKG, je crois que c'était -P. Ici, vous allez supprimer le paquet des dépendances. Et si vous voulez faire une suppression totale, un paquet dépendances, fichiers, etc., vous avez, je crois que c'est force all, et ensuite ça devait être purge, voilà, parce qu'il faut qu'on supprime les fichiers de configuration. Et là c'est la totalité de ce qu'on avait vu avec le auto remove purge. Voilà, je ne voulais pas montrer en vidéo dans le détail, parce que de toute façon, c'est pas, je vous recommande pas vraiment de faire ce genre de choses. Ça parce que dans certains cas, vous avez des fois besoin de passer par l'installation d'un fichier deb, parce que c'est un fichier isolé qui n'est pas disponible autrement. Mais pour le reste, privilégiez un maximum votre gestionnaire qui se chargera en plus de tout ce qui est versionning ou autre. Alors il y a bien évidemment plein de possibilités, on pourrait geler certaines versions pour empêcher la mise à jour d'un paquet en particulier, revenir à des versions anciennes, enfin il y a vraiment plein de choses, plein d'options encore disponibles, donc n'hésitez pas, je vous invite à aller vous renseigner un peu plus encore s'il faut sur ces différents outils qui permettent de faire tout un tas de choses. J'aurais pu faire une vidéo de 5 heures, ne serait-ce que pour parler d'un seul de ces outils, mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel, même si bon ça a fait une vidéo assez longue, plus d'1 heure, mais il y avait quand même pas mal de choses à aborder avec vous. Bon, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que pour le coup c'était quand même suffisamment détaillé. On va terminer d'ailleurs avec un dernier petit truc tant qu'on y est, parce que vous risqueriez de tomber dessus un jour ou l'autre, donc autant qu'on en parle. Vous avez un outil qui s'appelle Deborfan et qui permet de gérer les dépendances, justement, c'est-à-dire tout ce qui est fichier un petit peu orphelin. En gros, moi si je fais ça,
juste ça. Bon déjà il me dit qu'il n'est pas installé, évidemment. D'ailleurs pareil, aptitude, si j'ai pas de bêtises, sur les dernières versions d'Ubuntu notamment, il n'est pas présent par défaut. Hein. Donc d'où le fait de pas forcément en avoir besoin s'il n'y en a pas une utilité bien précise. Vous pouvez vous contenter d'apt-get ou de apt, ça fait très bien l'affaire. Deborfan, on va l'installer, donc vous voyez il n'est pas présent par défaut. Hein. Peut-être que sur votre version il le sera, mais en tout cas moi ici il l'est pas. Donc on va le mettre, voilà, il installe dialogue normalement, il était déjà dialogue, bon, peu importe. Donc je fais juste ça, et il va me lister en fait, voilà, pas mal de paquets ici qui ne sont plus utilisés par autre chose sur mon système, donc qui sont inutiles en fait, hein, voilà, qui me servent à rien. Donc pour les virer, donc là bon, on n'a pas encore fait de la programmation hein, en bash, mais on va en fait passer par le retour de Deborfan de la commande, donc comme si c'était une sorte de variable en fait, d'argument, en faisant juste un apt get remove par exemple, remove, purge, vous faites ce que vous voulez. Et pour isoler en fait votre argument comme forme de variable, c'est un petit dollar et vous mettez entre parenthèses le nom de la commande. Donc nous c'était Deborfan. Voilà, et vous voyez comme ça il va pouvoir désinstaller tous ces trucs là. On n'a plus qu'à faire ça. Et on vire comme ça tout ce qui est orphelin qui sert pas. Pareil, ça faut faire attention parce que des fois il peut y avoir des petits ratés, des petites erreurs, donc il y a des moments ça pourrait virer des paquets qu'il faut pas. Donc quand vous avez ce genre de commande, lisez bien tous les paquets et vérifiez éventuellement pour certains vous avez des doutes s'ils ne seraient pas utilisés par autre chose. Voilà. Moi je sais que bon là il n'y a pas de problème, donc aucun souci. Et attention, l'utilisation de Deborfan c'est pareil, c'est pas forcément à faire comme ça quand on connaît pas. Tout ce que je vous montre là, pour le coup c'est une vidéo qui a pris du temps à vous détailler, parce que là on utilise des outils qui peuvent avoir un impact sur la stabilité et le fonctionnement de votre système. Donc, soit vous savez ce que vous faites et vous faites, si vous avez un doute, renseignez-vous avant, quitte à demander, etc. pour être sûr, plutôt que d'éviter de faire n'importe quoi et de risquer de planter tout votre système. Parce que si c'est dur de virtualiser, vous prenez pas beaucoup de risques, mais si c'est votre système que vous utilisez au quotidien avec des fichiers personnels, si vous faites tout planter, ça risque d'être un peu problématique. Donc je dirais jamais assez, hein, attention à ce que vous faites au niveau des commandes, et faites des copies de sauvegarde de vos données personnelles tout le temps quand vous faites des choses comme ça, surtout si vous apprenez, et ça, on va dire, ça limitera la casse en cas de panne ou de problème de stabilité sur votre OS. Et voilà, et je pense qu'écoutez, on va s'arrêter là. On a vu pas mal de choses, parce que j'avais vite fait noter des notes ce que je voulais aborder. Donc on a parlé d'APT, on a parlé d'aptitude, apt get, des PKG, on a fait le tour. On a parlé des PPA, j'avais marqué PPA, parce qu'il fallait en parler. Et puis c'est pas mal. Oui, pour supprimer un PPA, pareil, c'est ça que tout à l'heure je ne l'ai pas montré. Hein. C'est-à-dire que ce que j'ai fait tout à l'heure en interface graphique, en fait j'aurais pu le faire en add apt repository _remove. Et ensuite PPA et le nom, quoi. Voilà. Plutôt que de faire ce que j'ai fait tout à l'heure en passant là par l'interface, d'aller dans paramètres et puis de découcher les trucs. Dites-vous que tout ce qui est fait en interface graphique peut évidemment, et de manière plus rapide, être fait en ligne de commande. Voilà. Donc ça pour supprimer, on peut purger aussi si on veut, mais voilà, je vous montre rapidement quelques commandes, histoire de terminer cette vidéo, hein, pour en rajouter un petit peu enfin. Donc j'espère en tout cas que vous avez pris des notes, parce que comme vous l'avez vu, il y a plein de choses qu'on a abordées ensemble. Et puis n'hésitez pas à utiliser ces outils. Encore une fois, un dernier conseil pour terminer la vidéo, utilisez apt-get de préférence, ou apt si vous voulez un truc plus visuel au départ. Si après vous savez ce que vous faites, vous pouvez éventuellement un jour tester aptitude. Et pareil, une fois que vous avez pris l'habitude d'utiliser l'un ou l'autre, essayez dans la mesure du possible de n'utiliser que l'un ou l'autre, que apt-get ou que aptitude, et pas forcément mélanger les deux. Sinon vous allez diviser un petit peu la gestion des dépendances sur les deux outils, et c'est pas forcément le plus idéal, voilà, dans l'absolu. Donc vous voyez un petit peu pour ça. Et bien évidemment, si un jour on vous dit, si quelqu'un vous dit qu'il faut utiliser aptitude parce que c'est mieux, ou utiliser apt-get parce que c'est mieux, vous pourrez les envoyer bouler en disant qu'il n'y a pas de meilleur entre les trois. Et avec apt, ça tout dépend en fait du contexte d'utilisation et des besoins de chacun. Et voilà qui clôture du coup cette vidéo, cette nouvelle séance. Je vous dis à bientôt pour la séance 21, ça fait déjà 1h13 de vidéo, donc ça fera pas mal long. Et je vous fais plein de bisous pour la prochaine séance. À bientôt sur Formation Vidéo. Ciao.